Au XVIe siècle, une poignée de jeunes poètes se lance une mission complètement folle, presque démesurée, transformer leur langue, le français, qui à l'époque était vu comme un peu barbare, en une langue capable de rivaliser avec les plus grandes. C'est l'histoire de leur combat, c'est l'aventure de la Pléiade. Alors, comment une langue devient-elle grande? C'est vraiment la question qui est au cœur de leur projet. Parce que, soyons clairs, faire grandir une langue, ce n'est pas juste ajouter quelques mots dans le dictionnaire. Non, non, c'est bien plus profond. Ça touche au pouvoir, à la culture, à l'identité même d'une nation. Et pour y arriver, ces poètes, ils avaient un plan, un vrai plan. Pour bien comprendre l'ampleur de leur ambition, il faut faire un petit bond dans le temps. On est en France au XVIe siècle. Et le français, le français qu'on connaît aujourd'hui, il n'existe tout simplement pas encore. C'est une langue qui est encore fragile, qui vit complètement dans l'ombre d'un géant. Alors, c'était quoi le problème concrètement? D'un côté, il y avait le latin. Le latin, c'est la langue du pouvoir, de l'Église, de la science, bref, de tout ce qui est sérieux. Une langue unifiée, prestigieuse, réservée à une toute petite élite. Et de l'autre côté, il y a le français, ou plutôt les Français. Un patchwork de dialectes parlés par le peuple et que tout le monde considère un peu pauvre, pas assez précis pour exprimer des idées vraiment complètes. Face à cette situation un peu déprimante, où est-ce qu'on peut bien trouver l'inspiration? Eh bien, il suffit de regarder de l'autre côté des Alpes, en Italie. Là-bas, des génies comme Dante ou Pétrarque ont déjà prouvé des siècles auparavant qu'une langue parlée par le peuple pouvait donner naissance à des chefs-d'œuvre. Le modèle est là, juste sous leurs yeux. L'objectif devient alors une évidence. Il faut libérer la langue française. Et c'est là, pile à ce moment-là, que nos protagonistes entrent en scène. Un groupe de jeunes étudiants super brillants, passionnés et tous unis par la même vision. Avant de se faire connaître sous le nom de la Pléiade, ils s'étaient donné un nom qui en disait long sur leurs intentions, la Brigade. À la tête de cette brigade, on a deux figures incontournables, toutes deux guidées par leur maître, Jean Dorat. D'abord, il y a Pierre de Ronsard, le leader charismatique, le poète ultra ambitieux, et puis il y a son ami, Joachim du Bellay, qui est plutôt le théoricien, le cerveau du groupe, celui qui va mettre leur projet en mots. Et autour d'eux, toute une constellation de talents qui partagent cette même flamme. Il faut bien comprendre que leur combat allait bien au-delà de la littérature. C'était un combat humaniste. L'ennemi qu'ils voulaient absolument abattre, il avait un nom, le monstre ignorance. Pour la brigade, enrichir la langue française, c'était en fait un moyen de diffuser la connaissance, d'élever les esprits et de faire entrer pour de bon la France dans la lumière de la Renaissance. Mais attention, la brigade ne s'est pas contentée d'écrire de jolis poèmes dans son coin. Non, pour vraiment changer les choses, ils ont mis au point une véritable stratégie, un plan d'action pour mener leur révolution linguistique. Et ce plan, il va être publié dans un petit livre qui va faire l'effet d'une bombe en 1549. C'est Joachim du Bellay qui l'écrit, et ça s'appelle « La défense et illustration de la langue française ». C'est tout simplement le manifeste de leur mouvement. Du Bellay y explique, avec une passion incroyable, pourquoi et comment le français doit devenir une grande langue littéraire. C'est leur déclaration de guerre à la médiocrité ambiante. Alors, c'est quoi ce plan? C'est simple, ça tient en 3 actions clés. Premièrement, emprunter. On va piocher sans aucun complexe des mots dans le latin, le grec, l'italien. On prend le meilleur partout. Deuxièmement, inventer. Si un mot nous manque, pas de problème, on le crée. C'est ce qu'on appelle des néologismes. Et troisièmement, imiter. On va s'inspirer des maîtres de l'Antiquité, non pas pour les copier bêtement, mais pour comprendre leur art et à la fin, les surpasser. Et au cœur de tout ça, il y a cette idée qui aujourd'hui nous paraît évidente, mais qui à l'époque est une vraie rupture. Fini l'époque où la grande poésie devait forcément s'écrire en latin. La Pléiade affirme qu'un poète français doit écrire en français. C'est une question d'authenticité bien sûr, mais c'est aussi une question de fierté nationale. Bon, le plan est posé. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Il faut prouver, par les œuvres, que la langue française peut enfin rivaliser avec les plus grandes. Ils vont donc importer et perfectionner des formes poétiques qui vont devenir les piliers de la littérature française. Le sonnet, qu'ils reprennent à l'italien Pétrarque, l'Aude, inspirée de l'Antiquité, et surtout l'alexandrin, ce fameux vers majestueux de 12 syllabes qui va devenir le vers noble par excellence. Et armés de ces nouveaux outils, ils s'attaquent aux grands thèmes universels. Ils chantent l'amour, ses joies et ses tourments, la fuite du temps et cette urgence de vivre, le fameux carpe diem, mais aussi la beauté de la nature et l'angoisse face à la mort. Ces thèmes existaient avant, bien sûr, mais ils leur donnent une voix nouvelle, incroyablement puissante, en français. Et puis, en 1553, arrive un véritable coup de génie marketing. C'est Ronsard qui est à la manœuvre, il pense déjà à sa place dans l'histoire. Il décide de rebaptiser le groupe. Fini la brigade, qui sonne un peu trop bataille. Ils s'appelleront désormais la Pléiade, en référence à une constellation et à un groupe mythique de poètes de la Grèce antique. Le message est clair, ce sont eux les nouvelles étoiles au firmament de la poésie. Leur impact a été
immense, c'est indéniable. Et pourtant, comme toujours, l'histoire littéraire aime bien mettre un peu de nuance. Et avec le recul, ce nom si célèbre de Pléiades, eh bien, il pose question. C'est la question que se posent beaucoup d'historiens de la littérature. Ce groupe, si célèbre, a-t-il vraiment existé comme on l'imagine, comme une sorte d'académie bien organisée? La réponse est, elle est nuancée. D'un côté, il y a l'image construite par Ronsard lui-même, un groupe prestigieux, fixe, de 7 poètes. Une image qu'il a d'ailleurs modifiée plusieurs fois en changeant les noms sur sa liste. Et de l'autre, il y a la réalité historique, qui semble beaucoup plus fluide. Aujourd'hui, les chercheurs parlent moins d'un groupe officiel que d'une génération, un réseau d'amis, parfois de rivaux, qui étaient juste unis par les mêmes profs et un projet commun. Mais au fond, qu'on les appelle brigades ou pléiades, que ce soit un groupe fixe ou un cercle plus informel, le résultat est là. Leur action collective a provoqué un véritable séisme dans la culture française. Alors quel est leur héritage au final? Il est immense. Ce sont eux qui ont donné aux Français ces lettres de noblesse. Ils l'ont enrichie, structurée, et ils ont prouvé au monde entier que cette langue pouvait tout exprimer, de la passion la plus brûlante à la pensée la plus complexe. D'une certaine façon, ils n'ont pas seulement écrit des poèmes, ils ont bâti les fondations de toute la littérature française moderne. Et ce combat, mené il y a presque 500 ans, il résonne étrangement avec notre époque. La défense d'une langue, sa capacité à évoluer, à intégrer des mots d'ailleurs ou à en créer de nouveaux, tous ces débats, on les a encore aujourd'hui. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Quelles sont les grandes batailles culturelles qui sont menées pour nos langues à notre époque ?